Merci beaucoup à tous d'être ici pour ce deuxième séminaire du RFPN. Classiquement, on répartit un petit peu les choses pour que ce second séminaire soit orienté par les questions épistémologiques. Il se trouve que Thomas a publié il n'y a pas longtemps son bouquin Codex Anomalia, qu'il va aujourd'hui non pas résumer, mais plutôt cibler sur ce qu'il en a extrait, c'est-à-dire le modèle d'Orphée que tu vas détailler et je te laisserai faire. Tu auras largement le temps puisque ce soir tu es l'unique intervenant. Le déroulé, ce sera assez simple. Tu pourras prendre la parole au moins pendant 45 minutes. On a dit qu'on prenait large. Je ferai un commentaire d'une dizaine de minutes sur lequel tu pourras rebondir. Puis avec Jessica, vous pourrez avoir un échange à bâton rompu. Et si je le précise maintenant, c'est pour que vous puissiez chacun, tous et toutes, notez vos questions puisqu'il risque de se passer un petit temps avant qu'on puisse vraiment les poser à Thomas. Mais notez-les à la fin, on aura vraiment tout le temps qu'il faut pour pouvoir vous laisser la parole et laisser le temps à Thomas de répondre. Bon, je prends brièvement le temps de te présenter, Thomas. C'était marqué dans le mail, c'était marqué dans la diffusion, mais donc tu es professeur de psychologie clé de psychopathologie à l'Université de Lyon 2 depuis peu. Tu étais à Nancy auparavant. Tu es aussi psychologue clinicien. Tu as cofondé le Centre d'information de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, dont il sera certainement question aussi ce soir, d'une façon ou d'une autre. Et tu es membre junior de l'Institut universitaire de France depuis 2021, nombreuses publications et donc scientifiques, et désormais ce troisième livre, si je dis pas de bêtises, Codex Anomalia. Voilà. Donc je te propose de prendre la main. Si tu as une diapo, tu Ouais. peux le partager. Alors, je peux pas tant qu'un autre participant le partage. Voilà, super. Voilà. Nickel. Alors, ok. Voilà. C'est bon? Oui. Tu es pas en plein écran là, par contre. Voilà. C'est bon. Voilà. Très bien. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Merci Yann pour cette introduction. Et puis merci de manière générale euh, aux membres du réseau de m'avoir invité pour vous parler donc ce soir de Codex Anomalia. Ça va être l'occasion pour moi, très brièvement, d'exposer dans les très grandes lignes ce que j'ai proposé d'appeler le modèle Orphée. Et je me suis dit, alors, j'ai pas vraiment pu faire ce que j'avais espéré faire, euh, parler un petit peu du sous-titre, c'est-à-dire la psychanalyse à l'aune du monisme décompositionnel à double aspect. Mais comment dire? Déjà, Codex Anomalia est une sorte de chantier non abouti. C'est une hypothèse de travail, voilà. Et je dirais qu'à partir de cette hypothèse de travail, il y a l'idée qu'il peut y avoir un retour ensuite, de manière plus générale, sur l'épistémologie psychanalytique, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout abouti et donc qui sera un peu entre les lignes dans ce dont je vais vous parler. Avec, si je devais faire un petit peu un résumé global, ce que j'essaye de faire, c'est une sorte d'épistémologie post-bionienne de la psychanalyse, avec l'apport, je dirais, de la clinique des expériences exceptionnelles et puis d'un certain nombre d'auteurs en philosophie, en psychanalyse et en physique. Donc c'est un drôle de mélange qui n'est pas complètement mature, je dirais. Voilà. Donc j'espère que vous serez tolérants un petit peu avec ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et puis, ce que je voulais évoquer en introduction, c'est que voilà, c'est l'été, c'est la fin de l'année, donc je me suis dit que j'allais faire un exposé peu académique, assez informel et pas trop long, ce qui nous permettra de discuter. Donc, je pense que je vais parler entre 30 et 45 minutes. Voilà. Alors, faut que je resitue, pour ceux qui ne connaissent pas du tout mes travaux, je vais resituer un peu la trajectoire qui m'anime depuis à peu près 20 ans. Et l'une des grandes questions qui a orienté au départ mes recherches, notamment en thèse, c'était comment comprendre la nature et les origines des expériences qualifiées donc de paranormales dans le grand public et que dans les milieux académiques on appelle les expériences anomales pour anomalie ou exceptionnelles avec plutôt la notion d'exception. Et donc, comme vous le savez peut-être, c'est un sujet un peu tabou dans les milieux académiques, avec finalement
quand j'ai commencé ma thèse, relativement peu de travaux en France sur cette question-là. Et puis, depuis, notamment au niveau international, il y a tout un ensemble de recherches, notamment en neurosciences cognitives, qui se sont beaucoup intéressées à ces expériences paranormales. Donc, voilà, c'est l'une des premières questions qui a animé mes recherches. Et puis, après, il y a des questions qui dérivent de cette première interrogation. Et plus spécifiquement, comment ces expériences ou que peuvent-elles nous apprendre de la nature de la conscience? C'est-à-dire que ces expériences sont intéressantes en elles-mêmes, mais elles pourraient également, par un effet à rebours, venir questionner ou mettre au travail certaines questions qu'on se pose actuellement, en particulier en philosophie analytique, concernant la nature de la conscience. Et puis le niveau le plus approfondi de cela, que j'ai abordé dans Codex Anomalia, c'est dans quelle mesure ces expériences questionnent notre conception de la relation entre psyché et matière, car dans certaines de ces expériences, de manière très rare, pourraient se produire des formes d'interaction très particulières qui ne font pas l'objet d'un consensus scientifique, mais que je pense qu'il faut prendre au sérieux. Et si on le prend au sérieux, nécessairement, ça conduit à interroger très en profondeur le rôle de l'observateur et ce qu'on considère comme étant la conscience. Donc, une nouvelle fois, c'est des questions extrêmement complexes et je vais plutôt vous proposer des éléments de réflexion, une hypothèse de travail pour essayer de réfléchir à ces questions. Alors, sur la première question, donc comment la comprendre, la nature et les origines des expériences exceptionnelles, si ça vous intéresse, j'ai synthétisé tout ça dans un livre qui s'appelle Clinique des expériences exceptionnelles, qui a été publié chez Duno en 2020. Et je dirais que c'est un ouvrage, somme toute, assez classique, malgré déjà la thématique qui est originale, mais disons qu'on pourrait dire que c'est au sens de René Caes, une sorte d'extension de la psychanalyse. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut étendre les modèles et les concepts de la psychanalyse à cet objet d'étude très particulier que sont les expériences exceptionnelles. Également dans la filiation de tous les travaux de Freud et Ferenczi sur l'occulte et la télépathie. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a tout un ensemble de travaux historiques sur cette question. Je voulais vous dire ça aussi parce que dans ce livre, vous verrez, eh bien, il y a j'ai toujours abordé les choses à travers à la fois un prisme psychanalytique, mais aussi un prisme neuroscientifique, avec cette double approche qui déjà témoigne d'une forme de monisme à double aspect, qu'on trouve d'ailleurs chez les auteurs en neuropsychanalyse comme Solms. Et donc, dans mes travaux, j'ai toujours eu l'impression que pour comprendre ces expériences, si j'utilisais uniquement le pied de la psychanalyse ou uniquement le pied des neurosciences, j'étais à cloche-pied, ça ne marchait pas, et que le plus pertinent, c'était de les aborder avec ce double regard, cette double lunette des neurosciences cognitives et de la psychanalyse, et ce qui rejoint, je crois, l'une des préoccupations du réseau, et voilà, j'en ai souvent parlé, notamment avec Ariane, enfin, je crois qu'on sera assez d'accord là-dessus, qu'il est très intéressant de croiser les regards sur un même objet, et c'est notamment l'un des principes d'un monisme à double aspect. Et donc, si ça vous intéresse, j'ai publié 2 articles là-dessus. Un en recherche en psychanalyse, donc il y a déjà un petit moment, en 2009, et puis une version un peu plus approfondie dans Frontiers in Psychology, qui, pareil, abordait la question des expériences exceptionnelles, de leur lien avec le trauma, avec ce double prisme, psychanalyse et neurosciences cognitives. Donc, tout ça pour vous dire que l'idée d'un monisme à double aspect, en fait, est déjà d'emblée présent dans mes travaux, même si vous verrez, je vais vous parler d'un monisme à double aspect qui est un peu particulier, qui est un monisme à double aspect décompositionnel qu'à l'époque, je n'utilisais pas dans ces recherches. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience exceptionnelle? Très vite, parce que ce n'est pas ce dont j'ai le plus envie de vous parler, mais c'est quand même le point d'origine qui est important pour comprendre la suite. Donc, une expérience exceptionnelle ou vécue comme paranormale est une expérience qui est généralement rare, spontanée ou provoquée, impliquant du point de vue du sujet une interaction considérée comme étant non ordinaire avec son environnement, hein, du point de vue de la personne. Alors, cette interaction, elle engendre souvent des émotions qui peuvent être très intenses, très positives, très négatives, provenant de son caractère inhabituel et étrange. On est très souvent dans le registre de ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté. Et donc, cette définition, qui est très généraliste, ne prend véritablement son sens que lorsqu'elle est articulée à une classification que j'avais proposée dans ma thèse, qui est une classification, je dirais, anthropologique, qui n'a pas de vocation scientifique ou, disons, de logique phénoménologique. C'est simplement, si vous cherchez à catégoriser le grand type d'expérience que vous rencontrez
dans un service de consultation orienté sur les expériences exceptionnelles, comme on en a créé un avec Renaud Evrard, eh bien, vous allez avoir de grandes catégories qui reviennent. Et donc, il y a 10 grandes catégories euh, que vous voyez là. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'une nouvelle fois, ce n'est pas l'objet de mon exposé aujourd'hui, mais vous allez retrouver des choses que la plupart des gens connaissent parce que ça fait partie du socius, je dirais, comme les sorties hors du corps, les expériences de vision, les expériences de télépathie, les rêves prémonitoires, les expériences mystiques, les expériences médiumniques, les expériences de mort imminente, les phénomènes de poltergeist, les expériences de psychokinèse, et puis des choses un peu plus rares comme les abductions avec des gens qui pensent avoir été enlevés par des extraterrestres, ou les expériences de réincarnation, les expériences de médiumniques. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Sachez simplement que ces expériences sont relativement présentes au-delà de leur caractère exceptionnel dans les cultures occidentales. À peu près une personne sur deux rapporte au cours de sa vie au moins l'une de ces expériences, qui sont souvent très signifiantes dans la vie d'une personne. Et donc, voilà, comme je vous le disais, à un moment donné, j'ai essayé de comprendre du point de vue psychanalytique, du point de vue subjectif, je dirais, ces expériences, leur logique. Et j'ai notamment proposé un premier modèle qui s'appelle le modèle de la solution paranormale, qui est une idée toute simple, euh, selon laquelle un certain nombre de personnes dans les cultures occidentales quand elles seront confrontées à une crise de vie ou ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire des événements de vie négatifs ou une expérience traumatique, eh bien, se mettent à développer comme solution une expérience du registre du paranormal avec tout un ensemble de traits de personnalité, de particularités psychologiques, voire peut-être même de particularités neurobiologiques associées à cette solution paranormale. L'idée étant que c'est important pour les cliniciens de savoir un petit peu repérer les particularités de cette solution paranormale qu'il faudrait ne pas confondre, par exemple, avec une décompensation psychotique, pour aller vite. Deuxième, deuxième citation, qui cette fois-ci est de Marshall, cité par Atman Parrer, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Je crois que c'est une expérience mystique au départ. Et donc, voilà ce que dit cette personne. Je me suis soudain trouvé entouré, enveloppé par une lumière blanche. Alors, la question de la lumière revient très fréquemment dans ces vécus, qui semblait à la fois venir de dedans et de dehors. Une lumière très brillante, mais assez différente d'une lumière physique ordinaire. J'avais le sentiment de faire un avec tout et de connaître toutes les choses. J'ai fait l'expérience de cette réalité absolue, le réel réel, bien plus réel et vivant que l'expérience ordinaire de la réalité du monde physique. Et donc, cette citation, elle rejoint ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire l'idée que ces personnes disent que, à la faveur de ces expériences exceptionnelles, certaines d'entre elles touchent quelque chose d'un réel qui a une teneur tout à fait particulière. Et donc, l'hypothèse que je vais défendre, c'est que les expériences exceptionnelles pourraient être considérées comme une voie d'accès, une sorte de plongée dans le réel, qui se traduit par une dissolution du moi et nécessairement une sorte de désorganisation de l'expérience subjective telle qu'on la connaît habituellement, c'est-à-dire une désorganisation des coordonnées subjectives relatives au temps, à l'espace et à la causalité. Et donc, d'une certaine manière, ces expériences seraient un outil, un moyen, une sorte de microscope d'exploration du réel. Et c'est un petit peu ce qui a guidé mes réflexions livrées dans Codex Anomalia. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau comme ça. C'est en fait Codex Anomalia, je l'ai appelé Codex parce que je faisais référence, toute proportion gardée, à Léonard de Vinci, qui, vous savez, avait ses codex qui gardaient secret pour essayer de théoriser certaines choses, de l'anatomie, de la géométrie, de la nature, etc., et qui sont extrêmement intéressants mais qui sont des notes en fait, pas vraiment quelque chose de complètement rédigé, qui gardait pour lui. D'ailleurs, il a détruit la plupart de ses codex. Et de la même manière, moi j'ai pris des notes pendant des années à partir de ce type de récits pour essayer de les théoriser. Et donc en fait, c'est un livre qui m'a pris à peu près, ça m'a pris 20 ans pour le penser et 5 ans pour l'écrire. Et on pourrait dire, c'est traduire autrement, ça serait le traité de l'anomalie. C'est-à-dire en quoi, dans ces expériences exceptionnelles, il y a une composante qu'on appelle la composante psi, PSI, qui fait référence à ces interactions psyché-matière et comment théoriser, comment comprendre, peut-on intégrer, je dirais, dans nos modèles scientifiques, cette anomalie. Et donc, c'est une sorte de traité de l'anomalie qui part de cette question du psy qu'on voit dans les expériences exceptionnelles
pour étendre ensuite, je dirais, les conclusions de l'analyse de cette énigme à la relation psyché-matière. C'est-à-dire l'idée, une nouvelle fois, c'est que dans les expériences exceptionnelles, il y aurait une sorte de manière de dévoiler le réel qui nous aide en retour à comprendre ou à penser autrement des questions fondamentales de la relation psyché-matière et de la question de la conscience. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de proposer dans cet ouvrage qui est sorti à toute fin 2023, dans lequel je propose un modèle, hein, parce qu'il faut bien donner des noms à ce qu'on fait, mais que j'ai appelé le modèle Orphée. D'ailleurs, je vais très peu vous parler d'Orphée. Euh, Si ce n'est que je peux peut-être si je peux peut-être vous en dire deux mots quand même maintenant, c'est qu'à un moment donné, j'ai cherché dans la littérature, enfin, dans la mythologie grecque, des, des représentations de ce que j'essayais de théoriser de ce contact au réel. Et en fait, dans le cas de Florence que j'évoquais tout à l'heure, cette personne, elle dit, mais quand j'essaie de décrire ce réel-là, qui est plus réel que le réel, parce qu'elle aussi, elle utilise ces expressions-là, que c'est comme dans le deuxième témoignage que je vous ai montré, elle dit, mais ça vous échappe des mains, c'est comme du sable, une sorte de connaissance, et puis quand on essaye de la mettre en mots, c'est comme du sable qui coule à travers les mains, on n'arrive pas à l'attraper, il y a un caractère élusif. Voilà, il y a un caractère élusif, c'est-à-dire que dès qu'on essaye d'attraper ce réel, il nous échappe. Et ça, c'est un grand classique du monde des expériences exceptionnelles, des recherches expérimentales dans ce domaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye d'attraper ce psy, là, cette énigme du psy PSI, eh bien, on est toujours un peu à côté. C'est un petit peu comme une anguille, d'une certaine manière. Donc, pourquoi Orphée? Eh bien, je pense que vous connaissez tous le mythe d'Orphée. Quand Orphée va essayer de sauver Eurydice des enfers, eh bien, Hadès lui donne une consigne, lui dit, tu pourras ramener du monde des morts Eurydice, mais à condition que jamais tu ne te retournes. Et lorsque Orphée est en train de sortir du monde des morts avec Eurydice qui est derrière lui, il a un doute, il ne l'entend plus, et il se retourne, et elle était bien derrière lui, mais à ce moment-là, elle disparaît à tout jamais. Ça veut dire, enfin, la métaphore que je vois là, c'est que déjà dans la mythologie grecque, il y a quelque chose de l'idée que à trop voir, à trop observer, à trop chercher à savoir, il y a quelque chose qui va nous échapper. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve en psychanalyse qui est très important, par exemple avec la notion de capacité négative ou de capacité au négatif qu'on trouve chez Bion. Et il y a des échos, je crois, aussi dans certains écrits de Lacan autour de cette question. C'est-à-dire qu'on travaille avec finalement une matière psychique qui est une matière illusive, qui est une matière qui nous échappe toujours dans son caractère d'objectivation. On ne peut jamais objectiver véritablement la matière psychique. Je prends souvent l'exemple des rêves. À ma connaissance, à l'heure actuelle, on n'a aucun outil en neurosciences qui nous permettrait de voir en direct les rêves des gens. Et même si on avait une sorte de caméra qui permettait de voir les représentations mentales, et d'ailleurs il y a certains travaux de ce type-là actuellement qui sont tout à fait fascinants, ça reste des représentations mentales. Ce ne sont jamais des expériences, des représentations signifiantes, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans un contexte subjectif. Et ça, je crois, on n'y aura jamais accès. Et donc, de fait, il y a ce caractère élusif qui fait partie de l'exploration et des propriétés de la vie psychique, telles qu'on les rencontre en psychanalyse, mais qui est également présente de manière encore plus forte dans le champ des expériences exceptionnelles. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce modèle le modèle Orphée, car je trouvais ça élégant de lui donner des perspectives un peu comme ça mythologiques, d'autant que je pense que la mythologie est toujours aussi une tentative de représentation du réel. Et d'ailleurs, dans les mythes, il y a toujours cette dimension pluridéterminée, pluri-interprétative, qui comporte nécessairement un caractère élusif. Alors, je vais commencer, je vais rentrer dans ce modèle qui est un modèle complexe, à la rencontre entre psychologie, psychanalyse et même physique, même si je ne suis pas physicien ou mathématicien, mais il y a un certain nombre d'auteurs, de physiciens, ce qu'on appelle les physiciens philosophes, qui étaient pour la plupart des physiciens en physique quantique, qui ont beaucoup réfléchi à ces questions, en particulier Schrödinger. Je n'aurai pas le temps là aujourd'hui de rentrer dans le détail de ces travaux, mais disons que tout ce dont je vais vous parler là garde la trace de nombreux écrits, de nombreux travaux euh, en psychanalyse, en psychologie et donc en physique, un petit peu en neurosciences aussi. Mais voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire quelque chose de très académique. Je vais simplement vous donner une sorte de vue d'ensemble de quelques métaphores auxquelles j'arrive
et de ces tentatives de modélisation un peu plus approfondie à travers ce monisme décompositionnel à double aspect qui est un petit peu le moteur, le cœur de cette théorisation. Mais une nouvelle fois, je vous demanderai d'être très tolérant puisque ça nécessiterait, pour vraiment vous présenter ce modèle dans le détail, beaucoup plus de temps. Donc, je vais uniquement gratter la surface. Et puis même si vous lisez le livre, vous verrez, il y a plein de choses qui sont en chantier. Mais je me suis dit, c'était intéressant quand même de partager ça euh, dès à présent pour voir si ça parle à d'autres personnes. Alors, première métaphore, très généraliste, hein, vous m'excuserez une nouvelle fois. Faisons l'hypothèse qu'il existerait, donc on est au un plan composé d'une sorte de matière primordiale, et que cette matière primordiale composerait le réel, serait d'une certaine manière aspatiale ou atemporelle, ou en tout cas ne serait pas organisée par le temps et l'espace tels qu'on les connaît. En réalité, c'est un grand classique, hein, il n'y a rien d'original dans ce que je vous dis là. Le temps et l'espace seraient des catégories a priori de l'entendement, comme dit Kant, c'est-à-dire que c'est notre cerveau, notre psyché, qui produit des coordonnées spatio-temporelles, mais le réel lui-même ne serait pas organisé de cette manière. Alors, à partir de cette sorte de matière primordiale, émergeraient en deux les organismes vivants comme des sortes d'expressions locales ou localisées de cet espace non local, ce que j'aime bien appeler du terme des protubérances du réel. C'est-à-dire que émergeraient à partir de cette patte première du réel, eh bien, des, des organismes, et en particulier les organismes vivants, qui, pour certains d'entre eux, vont être en capacité d'acquérir progressivement ce que nous, on appelle la conscience, ou disons la conscience réflexive, en trois, c'est-à-dire une capacité de cette protubérance du réel à s'observer elle-même, avec une sorte de jeu de miroir qui, là aussi, ce que je vous dis là, est très peu original quand on tient compte, par exemple, de certaines traditions orientales, notamment dans l'hindouisme, avec cette idée comme ça de la psyché humaine qui s'auto-regarde. Et d'ailleurs, le terme psyché fait référence aussi à un miroir. Et donc, dans un certain nombre la plupart du temps, nous sommes dans cette conscience réflexive, mais lorsque nous allons dormir le soir, ou à la faveur d'états non ordinaires de conscience qui sont classiques dans les expériences exceptionnelles, il y aurait des phénomènes de régression pardon, ou de régrédience, de retour à cette patte première qui nous compose toujours. C'est-à-dire que ça reste toujours en toile de fond de notre appareil psychique. C'est l'en-dedans de notre expérience psychique, hein. Euh, alors, du coup, il y aurait à ces moments-là une sorte de dissolution, de réexpansion dans cette sorte de matière primordiale. Et s'il fallait vous donner une métaphore, ce serait celle d'un très beau livre de science-fiction qui a donné lieu aussi à deux très beaux films, qui s'appelle Solaris, de Stanislas Lem, que vous connaissez peut-être. Et dans Solaris, alors Solaris est une planète dans un autre système solaire où des astronautes gravitent autour dans une station. Et ils observent à la surface de Solaris une sorte d'océan protoplasmique qui produit comme ça des sortes de protubérances très étranges et qui progressivement vont rentrer ou se manifester dans la station orbitale sous les formes de certaines pensées, notamment traumatiques, de ces astronautes. Et donc l'idée, c'est que le réel, souvent, je me le représente là dans la rencontre avec ces gens qui racontent ces expériences exceptionnelles comme cette sorte de surface de cette planète Solaris, comme ça, toujours en mouvement, et qui produit des sortes d'excroissances, de protubérances comme ça, et qui nous caractériserait de la même manière que l'ensemble des êtres vivants. Et donc, on partirait comme ça de ce réel et on y reviendrait un jour. Bon. Une métaphore, comme je vous le disais, euh, très généraliste, mais quand on ne sait pas trop comment penser les choses, ben souvent, on commence par une métaphore. Alors, cette métaphore, elle permet par exemple de penser très différemment la question du problème facile et du problème difficile de la conscience. Donc, vous savez que c'est un philosophe, Chalmers, qui distingue comme ça le problème facile, le problème difficile. Le problème facile, c'est toute l'étude de la mécanique interne du cerveau qui permet de produire une expérience consciente. Et comme vous le savez, on a fait des progrès absolument remarquables au cours des dernières décennies sur ce sujet-là, et on est capable de repérer notamment des sortes de corrélats de la conscience, et on a fait vraiment des progrès sidérants en ce domaine. Et d'ailleurs, ce problème facile de la conscience n'est pas si facile que ça à résoudre, il nécessite déjà des moyens techniques extrêmement complexes. Mais la question qui se pose notamment en philosophie, c'est est-ce que quand on connaît toute la mécanique, tous les rouages de ce moulin psychique interne, très bien décrit par les neurosciences, est-ce que pour autant on résout le problème difficile de la conscience, c'est-à-dire
le fait de se sentir conscient. Et vous pouvez prendre 1 million de boîtes de conserve et les relier entre elles dans un réseau extrêmement complexe. Est-ce que ce million de boîtes de conserve va devenir conscient? Est-ce qu'un système, à partir de son degré de complexité, va permettre de faire émerger de la conscience? Eh bien, je défendrai l'hypothèse que non. Et d'ailleurs, Chalmers disait un peu la même chose, enfin, il dit toujours un peu la même chose. Il y a un certain nombre de philosophes qui sont sur cette position-là. C'est-à-dire que la conscience n'émerge pas de la structure neuronale. Alors, dans la métaphore que je vous proposais avant, on pourrait distinguer donc une conscience ontique et une conscience épistémique. La conscience ontique relèverait de cette sorte de patte première du réel, qui ensuite prendrait forme, émergerait, se raffinerait, notamment à travers notre appareil cérébral, pour donner naissance à ce qu'on appellerait une conscience épistémique, c'est-à-dire une conscience qui connaît le monde, une conscience qui se connaît elle-même, qui nécessite effectivement un appareillage neurobiologique, j'y reviendrai ensuite, mais qui jamais n'expliquera la conscience du dedans. Ça, c'est la conscience du dehors, c'est la conscience épistémique, c'est la conscience étudiée par les sciences expérimentales, mais jamais cela ne pourra rendre compte de la conscience ontique qui, elle, découle d'un autre plan de réalité, de cette patte première du réel. Et donc, il y a des mouvements comme ça de réflexivité au fur et à mesure de la complexification de cette conscience épistémique. Et puis, il y a parfois des phénomènes de régression, voire on peut les appeler aussi de régrédience, dans certaines expériences, notamment dans les expériences exceptionnelles. Donc, il y aurait deux registres comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu un débat, vous connaissez probablement, relativement récemment, entre justement des neuroscientifiques et des philosophes, dont Chalmers, avec des neuroscientifiques qui, au début des années 2000, avaient dit, dans 25 ans, on aura totalement expliqué la conscience et le problème difficile de la conscience, il va s'évaporer. Il n'existe pas, en fait, parce qu'une fois qu'on aura, par les neurosciences, tout expliqué de la conscience, il va disparaître de lui-même. Et dans les débats qui sont apparus récemment, 25 ans plus tard, les philosophes disaient, mais écoutez, vous n'avez toujours pas résolu le problème difficile de la conscience. Et d'ailleurs, les choses, je trouve, sont en train d'évoluer dans le champ des neurosciences et de la philosophie, notamment la philosophie analytique, où quand même on s'ouvre sur d'autres formes d'ontologie pour penser la question de la conscience. Alors, parmi les auteurs qui essayent de penser ça autrement, je vais maintenant essayer d'aller plus loin que cette métaphore et vous parler des travaux de Harald Attman-Parer, qui est un philosophe, mais également un physicien, quelqu'un d'extrêmement brillant, qui travaille sur ce qu'on appelle habituellement la conjecture Pauli-Jung. Alors, j'imagine que vous connaissez Pauli et Jung. Jung, psychiatre, psychanalyste très connu, qui a développé toute une psychanalyse jungienne tout à fait intéressante, qui est une sorte de psychanalyse concurrente de la psychanalyse freudienne. Et puis Paoli, un physicien très brillant qui a notamment eu le prix Nobel. Et donc à un moment donné, ils vont travailler ensemble pour essayer de comprendre certaines des expériences exceptionnelles et en particulier ce qu'ils vont appeler les expériences de synchronicité. Et ils vont proposer donc une sorte de conjecture, hein, comme en mathématiques, c'est-à-dire une sorte d'hypothèse, mais qui demanderait à être démontrée, d'une certaine structure de la réalité qui rejoint la métaphore dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'idée qu'il y a une sorte de structure première du réel, ce que Jung appelle le psychoïde. Il utilisera plusieurs termes pour le décrire, et que la relation entre le cerveau et la psyché est en réalité une sorte d'expérience synchronistique dont on pourrait parfois faire l'expérience lors d'expériences de coïncidence et de synchronicité. Alors, ils ont développé ça notamment dans leur correspondance, mais d'une manière qui n'était pas vraiment formalisée. Et Atman Parer a essayé de reprendre donc cette conjecture et oui, de la formaliser d'une manière beaucoup plus rigoureuse euh, à travers donc un monisme à double aspect et plus précisément ce qu'on appelle un monisme décompositionnel à double aspect, qui est un type de monisme. Et quand dans mes propres travaux, j'essayais de développer un modèle de compréhension de ces expériences, j'arrivais déjà à ce type de monisme à double aspect, dont j'avais déjà un peu les linéaments dans ma thèse. Et quand je suis tombé sur les travaux d'Atman Parer, je me suis dit, mais ce formalisme est formidable. Et donc, si vous avez le courage, lisez cet ouvrage qu'il a publié avec Rickles en 2022, qui est un ouvrage, je trouvais, extrêmement difficile. Moi, ça m'a pris 3 mois pour le lire en le lisant tous les jours et de manière très, très pointue.
car il fait appel quand même à tout un formalisme issu de la physique quantique, qui n'est pas extrêmement compliqué, hein, c'est compréhensible pour des non-mathématiciens et des non-physiciens, mais il faut quand même s'y plonger. Et il y a quand même, je trouve, une très grande rigueur dans le travail qui est fait par Hartmann Parrer. Donc je me suis du coup, j'ai mélangé mes propres intuitions, mes propres modélisations avec ce monisme à double aspect décompositionnel, parce qu'il a été une véritable illumination pour moi, parce que ça me permettait de régler un certain nombre de problèmes. Et donc, je me le suis approprié de la manière dont vous allez le voir maintenant, avec ce modèle que j'ai appelé le modèle Orphée, sachant que ce monisme à double aspect, en réalité, n'est pas d'Attman-Parrer, il n'est pas de Jung et de Paoli. En réalité, au départ, il est plutôt de Spinoza. Mais j'ai aussi été beaucoup inspiré par Raymond Ruyère, qui est un philosophe nancéen, élève de Bergson, qui lui aussi a un modèle qui est très proche de tout cela, qui m'avait déjà beaucoup aiguillé dans ces directions. Mais s'il fallait remonter un petit peu l'auteur, le premier qui travaille là-dessus, enfin, l'un des premiers, c'est Spinoza, mais en fait, je pense que Platon est déjà dans un modèle de ce type-là, mais on pourrait faire un historique comme ça des philosophes. Mais disons que déjà chez Platon, il y a l'idée comme ça de ce qu'il appelle la substance divine, qui se décompose sous forme de ce qu'il appelle des modes ou des attributs. Et c'est un petit peu cette idée que vont redécouvrir d'une certaine manière Jung et Paoli et que Hartmann Parrer essaye de formaliser davantage aujourd'hui. Alors, première idée forte proposée par Hartmann Parrer, c'est l'idée que dans notre réalité, il y a des sortes de variables qu'on appelle des variables complémentaires. Et là, je vais aller un petit peu vite, c'est des choses que vous connaissez probablement, mais par exemple, dans le domaine de la physique quantique, on parle de la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que la lumière, selon la manière dont on l'étudie, dont on la mesure, elle peut se présenter plutôt comme une onde, bon, elle peut donner l'impression d'avoir les propriétés d'une onde, ou elle peut donner l'impression d'avoir les propriétés de tout un ensemble de petits boulets, de petits corpuscules. Et donc, la manière dont les physiciens ont résolu le problème, c'est de dire, mais il existe en fait une sorte de dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que la lumière est à la fois, ou elle apparaît à la fois quand on la mesure, comme une onde et comme un ensemble de corpuscules. À un autre niveau épistémologique et ontologique, c'est un peu la même problématique qui s'est présentée un peu avant pour les physiciens, c'est-à-dire ils observaient les courants électriques, ils observaient les courants magnétiques, et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une interaction entre l'électricité et le courant magnétique, et c'est ce qu'on appelle la dualité électromagnétique qu'on trouve dans les ondes, notamment électromagnétiques, et qu'on ne peut pas décrire ces ondes uniquement sur le plan d'une force magnétique ou d'un courant électrique. Elles sont les deux à la fois. Alors d'une manière un peu différente que la problématique qui se pose en physique quantique, mais là aussi, il y a une sorte de dualité de variables qui sont dites complémentaires. Eh bien, l'idée, c'est que c'est un peu la même chose avec notre fonctionnement psychique. Il y aurait une sorte de dualité psychophysique, c'est-à-dire que notre expérience serait toujours à la fois des états psychiques, mais aussi des états physiques. Mais qu'on ne peut pas décrire notre expérience uniquement en décrivant les neurones, le fonctionnement des neurones ou du cerveau, ou uniquement en décrivant notre expérience subjective. Il faut toujours tenir compte des deux. Alors bien sûr, un tel modèle s'écarte ou s'éloigne voire, et critique le réductionnisme. Dans le réductionnisme, si là aussi je vais très vite, l'idée c'est qu'il y a un réel. Alors d'ailleurs, un certain nombre de scientifiques ne s'opposent pas vraiment à la question de ce qu'est le réel, ils parlent plutôt de la réalité, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent observer à partir du réel, puisque le réel n'est jamais atteignable directement. Ce qu'on peut observer, c'est la matière, et dans notamment l'empirisme, l'idée, c'est que ben, la matière, on l'observe, et elle permet, elle se complexifie, et elle donne naissance à la psyché et la conscience. Et la conscience, c'est uniquement un certain degré de raffinement, un certain degré de complexité de la matière. Et donc, si on est capable d'expliquer dans le détail les lois de la matière, on sera capable d'expliquer la conscience. Ça, c'est le programme scientifique du réductionnisme, qui est un programme extrêmement efficace, qui permet de faire des progrès considérables en sciences au cours des derniers siècles. Le monisme à double aspect résonne très différemment. Dans le monisme à double aspect, il y a l'idée qu'il y a le réel, et que le réel se décompose à la fois sous forme de psyché et de matière. Et donc, ça n'est pas la matière qui produit la psyché, ce n'est pas la psyché qui produit la matière dans ce modèle-là. Alors, il m'est venu une petite métaphore pour essayer de faire comprendre cette idée. C'est la métaphore du kaléidoscope. Imaginez que vous êtes dans un pré, vous regardez une fleur jaune, avec un kaléidoscope. Mais ce kaléidoscope est extrêmement simple. Il décompose
qu'on observe uniquement en deux images. Image de droite, image de gauche. Eh bien, l'image de gauche, ce serait la psyché, et l'image de droite, ce serait la matière. C'est-à-dire que cette petite fleur-là qu'on regarde dans le réel, donc dans ce qu'on va appeler l'ordre ontique, le monde en lui-même, le monde des noumènes, comme l'appelle Kant, eh bien, se décompose dans notre réalité, dans ce qu'on va appeler l'ordre épistémique, l'ordre des phénomènes, se décompose en même temps, automatiquement, de manière simultanée, sous forme d'une expérience subjective et sous forme de matière. Et du fait de cette sorte de relation première dans le réel, psyché et matière entretiennent une sorte de relation de synchronicité, de co-incidence, qui obéit à des lois plus spécifiques de complémentarité et d'incompatibilité. Un petit peu comme l'eau et l'huile. C'est-à-dire que si vous faites une vinaigrette, eh bien, vous avez besoin d'eau, enfin d'eau et d'huile, mais ça va jamais, l'huile et le vinaigre, ou l'huile et l'eau, enfin, il y a différentes manières de le penser, ça va jamais vraiment se mélanger, si vous voulez. Donc, c'est à la fois complémentaire, mais en même temps incompatible, parce qu'il faut bien les deux pour avoir une vinaigrette. Et, euh, et donc, la psyché et la matière fonctionneraient sur le même principe. Alors, si vous bougez votre kaléidoscope, que vous regardez autrement votre fleur, votre partie droite de la matière, elle va bouger. Et je pense que l'erreur que font les neurosciences, c'est qu'elles considèrent que lorsque bouge la partie de droite, ça fait bouger la partie de gauche. Sous-entendu, lorsqu'on bouge les neurones, lorsque le fonctionnement, la dynamique des neurones change, eh bien, la dynamique de l'expérience subjective change. Et donc, ça montre bien que ce sont bien les neurones qui produisent la pensée. Dans ce modèle, c'est une erreur. En fait, psyché et matière bougent en même temps, exactement en même temps, parce qu'en fait, c'est le réel qui bouge. Donc, effectivement, si on vous enlève un bout de cerveau, ça va vous gêner pour penser. Mais ce n'est pas parce que ce bout de cerveau vous permettait de penser. C'est parce que ce bout de cerveau était une décomposition d'un réel sous-jacent. Alors, si on va un petit peu plus loin dans la modélisation d'une telle idée, on arrive un peu à ce schéma qui est fortement inspiré des travaux de Hartmann Parrer, mais que j'ai croisé avec mes propres intuitions, on va dire. Et donc, on distingue donc à droite l'ordre ontique de l'ordre épistémique. Et donc, le réel, c'est l'ordre ontique. Et la réalité, celle dans laquelle on évolue et qu'on évalue et qu'on mesure dans l'espace et dans le temps, c'est l'ordre épistémique. Et donc, ce réel, qu'on pourrait, alors certains physiciens ont appelé ça le res potentia, parce qu'il y a l'idée qu'il y a une sorte de potentiel infini de cet espace, qui se décompose sous forme de psyché et de matière, en passant à travers une coupure qu'on pourrait appeler la coupure épistémo-ontique, qui est en gros la coupure de Kant entre les noumènes et les phénomènes. Et donc d'un côté, la psyché, res cogitans, et puis de l'autre, la matière, res extensa. Ça, c'est la distinction de l'approche dualistique de Descartes, et c'est pour ça que sur le plan vertical, vous avez une distinction, une coupure psychophysique. Et donc, dans ce modèle, il y a une double coupure. Coupure épistémo-ontique, coupure psychophysique, avec cette relation, donc, comme je vous disais, de complémentarité et d'incompatibilité, mais qu'on pourrait appeler aussi d'intrication entre la psyché et la matière qui sont complètement mêlés. Et il y a des phénomènes comme ça, constamment, de décomposition à partir de ce réel comme un espace hors de l'espace, hors du temps et hors de la causalité, et qui se déclinent ou qui se déplient sous forme de psyché et de matière de manière parallèle. Et donc, il y a constamment un phénomène comme ça, de double intrication entre psyché et matière au niveau horizontal, et entre le réel et l'ordre épistémique, avec une double logique comme ça. Car le réel se décompose, mais tout ce qui bouge dans l'ordre épistémique, dans la psyché et la matière, induit des phénomènes de rétroaction dans le réel. Donc il y a des phénomènes de décomposition et de phénomènes de récomposition. C'est un peu comme si le réel, c'était une sorte de bibliothèque, un peu comme dans le film Interstellar, une sorte d'énorme bibliothèque infinie, mais c'est pas vraiment une bibliothèque parce que c'est pas coordonné, enfin c'est pas organisé par l'espace et le temps. Or une bibliothèque est dans l'espace et le temps, donc il faut essayer d'imaginer une sorte de bibliothèque hors de l'espace et du temps et hors de la causalité, qui constamment se déploie dans la réalité et qui constamment dont les fichiers, dont les ouvrages sont constamment mis à jour en fonction de ce qui se passe dans la réalité.
Et cette mise à jour, cette relation, cette articulation entre le réel, la psyché et la matière se fait à travers la question du sens. C'est-à-dire que lorsqu'on donne du sens à une expérience, eh bien, on fait un travail d'articulation très étroit entre réel, psyché et matière, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les expériences exceptionnelles souvent ont une signification très forte. C'est une sorte de plongée euh, d'une articulation très approfondie entre le réel, la psyché et la matière. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais toute cette question du sens comme sens particulier du réel, on aurait des sens perceptifs et on aurait un sens du réel, et c'est le fait de sentir que ce que l'on fait a du sens. On sent bien qu'au niveau sémiologique, il y a toute une logique là, qui a été très bien étudiée notamment par un philosophe allemand que j'aime beaucoup, qui est Marcus Gabriel, si vous avez l'occasion de le lire, et qui dialogue d'ailleurs avec Atman Power, et on sent bien qu'il y a une vraie affinité entre leurs modèles. Alors, si je fais un petit retour très rapide sur les expériences exceptionnelles et les deux récits dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, l'idée, elle est assez simple. C'est ce que propose Atman Power, c'est que dans nos expériences du quotidien, nous sommes dans des expériences catégoriques. C'est-à-dire où il y a une catégorisation du fait du phénomène de composition de notre expérience sous forme de psyché et de matière. Dans certaines expériences exceptionnelles, notamment les expériences mystiques et les expériences de mort imminente, eh bien, il y aurait une expérience acatégorique, c'est-à-dire une sorte de plongée dans le réel, mais cette expérience acatégorique ne peut pas être faite à travers des coordonnées spatio-temporelles subjectives habituelles. C'est pour ça que les gens souvent décrivent un caractère élusif ou un caractère ineffable, c'est-à-dire que c'est uniquement dans l'après-coup qu'ils vont pouvoir tenter de rendre compte, avec des mots, d'une expérience. Et dans ce modèle-là, le réel est atteignable de manière transitoire, mais uniquement sur le plan expérientiel, mais d'une expérience du sens, qui caractérise aussi le réel. Mais dès lors qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus organisé, de beaucoup plus structuré, c'est complètement antithétique avec la nature, l'essence elle-même de ce réel, en quelque sorte. Alors ensuite, on peut complexifier ce modèle. Je vois que je suis bavard ce soir. Je vais aller un peu plus vite. L'idée, c'est qu'on peut ensuite catégoriser des modes de relation entre ces différentes catégories. Donc, par exemple, au niveau de la psyché, il y aurait des états de la psyché, avec notamment des logiques d'imagination. Et c'est là que je vais revenir sur la psychanalyse. C'est là que se situent les sciences de la subjectivité, et en particulier la psychanalyse. Et donc, l'idée que je défendrai, c'est que la psychanalyse n'a rien à voir avec les neurosciences et les sciences de la matière. C'est-à-dire qu'elle décrit une modalité d'existence qui est tout à fait différente et qui n'est absolument pas réductible aux logiques de la matière. Donc, les sciences de la subjectivité, de l'autre côté, la matière avec des états de la matière. Là, ce sont toutes les sciences de la matière qui étudient très bien à la troisième personne les particularités de ces états de la matière, alors que les sciences de la subjectivité, c'est une science de la première personne. C'est une science de la décomposition sous forme d'état de la psyché. Et puis, donc, du côté, on est beaucoup plus du côté de la raison, voire du côté de la logique dans l'étude des états de la matière. Et l'intuition, qui est une sorte de contact au réel. Là, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quelque chose qui est très présent, notamment dans l'épistémologie de Bion, qui se réfère énormément à l'intuition et au contact de ce qu'il appelle le haut. Et c'est là qu'il y aurait donc des états ontiques, mais qui sont des états très particuliers, puisque ce sont des états qui ne sont pas structurés par des suites d'actions structurées par l'espace et le temps. Et donc ça, il y a des mathématiques qui permettent de penser ce genre de choses. Euh, mais là, je vais pas rentrer dans le détail. Et puis, une nouvelle fois, moi, je ne suis pas mathématicien, mais disons que voilà, il y a des manières d'essayer de conceptualiser ça par les mathématiques. Et d'ailleurs, un certain nombre de mathématiciens font l'hypothèse qu'ils travaillent, eux, sur des objets qui viennent du réel. Hein, Alain Cohn, notamment, en parle souvent. C'est des choses extrêmement intéressantes. Et puis, la coupure une petite comment dire, complexification du modèle, c'est que la coupure épistémo-ontique, en fait, c'est pas une sorte de barrière étanche. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des éléments ontiques qui vont s'épistémologiser et qui vont devenir à leur tour des éléments ontiques. Donc, c'est plutôt comme des poupées russes, le passage de l'ordre ontique à l'ordre épistémique. Et là, bon, il y a de nombreux philosophes qui ont réfléchi à cette question aussi, de l'émergence, comme ça, on pourrait dire, à partir du réel. Et donc, il y a des degrés de complexification, il y a des hiérarchies de complexification qui sont beaucoup plus subtiles que ce modèle très grossier que j'ai proposé précédemment. Alors, s'il fallait aller un peu plus loin,
j'étais tout à fait intéressé de voir Katman Pareur lui-même, qui pourtant, je crois, n'est pas du tout versé dans le milieu de la psychanalyse, eh bien, aller chercher le nœud borroméen. Et c'est tout très intéressant parce que vous savez que le nœud borroméen, c'est ce que va utiliser Lacan pour essayer de penser son triptyque réel, symbolique, imaginaire. Et donc, j'ai essayé comment dire, de mélanger mon approche psychanalytique avec l'approche d'Atman de Pareur, et ça fait quelque chose d'assez élégant, puisqu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, il y a une sorte d'articulation constante et étroite entre, alors là, ça serait réel, psyché et matière, avec, on retrouve l'ordre ontique, la coupure épistémo-ontique, et puis deux ordres, épistémo-psychique, épistémo-physique, et on peut dégager des catégories de relations, vous voyez, entre psyché et matière, entre psyché, matière et réel. Et si vous lisez l'ouvrage, vous verrez, pour chaque catégorie, on peut commencer à essayer d'être un peu plus précis dans le type de relation qu'il y a entre ces différents degrés. Et je trouve que le nœud borroméen rend très bien compte de cette intrication très profonde entre ces trois degrés et au milieu duquel vous trouverez la question du sens. Bon, d'autres auteurs ont essayé de travailler ça. Je vois que je suis déjà à 45 minutes. Si j'avais plus de temps, je vous parlerai notamment des travaux de David Bohm, qui est un physicien qui, je trouve, fait vraiment écho, enfin faisait écho aux travaux de Bion. Dans les dernières slides que j'ai là, je vais vous parler de ça très rapidement. Hein, vous me laissez encore 2-3 minutes pour Oui, vous oui, présenter? vas-y, prends-les, prends-les. Alors, dans le modèle de Bion, l'idée, c'est que ce réel, lui, il n'appelle pas ça le réel, il appelle ça le O pour origine. Vous savez qu'il a toute une influence hindouiste dans sa pensée, notamment. Alors, l'idée, c'est qu'il y aurait au départ des logiques d'immanence. C'est-à-dire que ce O, ce réel, cet ordre ontique qui se décompose et qui se fragmente et se défragmente dans l'ordre épistémique, donnerait naissance à des niveaux, si vous voulez, de décomposition qui serait dans un premier temps ce que Jung appelle les archétypes, mais en fait qui reprend simplement l'idée de forme de Platon, que Raymond Rullière appelle les thèmes. Donc c'est un premier niveau, si vous voulez, de décomposition du réel, parce que le réel, c'est un tout. Si vous voulez, c'est une sorte de. C'est la planète Solaris dans la représentation que j'aurais. C'est un tout total, si vous voulez. Donc ce tout total, il faut bien qu'il se décompose d'une première manière. Qui se décompose ensuite sur deux chemins. Le chemin de la psyché, avec les premières structures de l'inconscient, ensuite l'espace-temps psychique, qui est très bien étudié par les psychanalystes, et puis ensuite émerge ce que Bion appelle les éléments de la psyché. Et ce n'est pas un hasard si à un moment donné, Bion va chercher la notion d'élément qui est très importante dans son modèle, et notamment sa fameuse grille des éléments. Et de l'autre côté, il y a les mêmes logiques de décomposition, mais cette fois-ci, ce n'est pas un inconscient, c'est la physique quantique qui décrit une sorte d'architecture profonde de la réalité, qui va ensuite se décomposer sous forme d'espace-temps, enfin s'articuler la question de l'espace-temps, et là c'est tous les travaux notamment bien sûr d'Einstein, de la relativité, de comment s'organise l'espace et le temps, sur le plan physique, non pas sur le plan psychique. Et puis ensuite, vous avez les éléments de la matière, c'est-à-dire le tableau des éléments. Mais ce sont deux choses qui sont en parallèle. Ce sont deux registres complètement différents. Et par exemple, ça arrive, vous avez des gens qui vont dire la télépathie, c'est des phénomènes quantiques. Ça n'a strictement rien à voir, puisque la physique quantique, d'ailleurs, les phénomènes quantiques ont des propriétés qui collent absolument pas à ce qu'on connaît de la télépathie, et la physique quantique relève de la matière, alors que certaines expériences exceptionnelles, dont les expériences de télépathie, si on leur suppose parfois un certain degré ontologique de réalité, correspondent à quelque chose d'une relation psychique. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Donc il y a une logique comme ça de décomposition qu'on pourrait penser du côté de l'immanence. Et ensuite, je dirais dans notre expérience symbolisante, il y a tout un travail de synthèse, d'intégration et de symbolisation dans l'ordre épistémique. C'est-à-dire qu'on passe toute notre vie à symboliser, c'est-à-dire à partir de ces éléments psychiques et physiques, pour organiser, créer, le bébé va développer quelque chose de l'espace-temps psychique, développer les structures de l'inconscient et remonter constamment comme ça vers ces logiques plus intégratives d'archétypes et pour aller vers un point d'intégration globale, une sorte de méta-réflexivité, de méta-symbolisation que Teilhard de Chardin appelle le point oméga. On pourrait s'amuser à relier ça à cela. Donc, si vous voulez, il y a une double logique comme ça de décomposition par l'immanence et ensuite de travail de symbolisation qui tend vers la transcendance. Donc ça fait comme ça une sorte de double pyramide qui organiserait d'une certaine manière notre expérience dans cette relation entre l'ordre ontique et l'ordre épistémique. Alors ça, je me suis un peu amusé sur le plan théorique, mais c'est rigolo parce que je me suis dit, mais
si tout cela a le moindre degré de pertinence ou d'intérêt, ce réel, finalement, qu'on touche dans les expériences exceptionnelles, est-ce que c'est un réel immanent ou est-ce que c'est un réel transcendant? Et c'est là que je suis retombé sur la figure du tort de Lacan, qui, alors j'utilise de manière très différente de ce qu'il fait, mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, ces deux triangles, d'une certaine manière, si vous voulez relier, hein, je ne sais pas si vous arrivez à vous le représenter, mais si vous arrivez à à les relier, ça peut donner une figure du tort, avec l'idée qu'en réalité, si vous prenez à l'extérieur le point, là, il y a un point de jonction épistémo-antico-épistémique, c'est le premier triangle là, qui va donner lieu à une transcendance, qui rejoint ensuite l'immanence. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous le représenter, il faudrait voir ce tore en mouvement, mais en fait c'est le même réel. Et c'est comme si l'être humain était pris comme ça en sandwich entre un réel immanent et un réel transcendant. Et dans les expériences exceptionnelles, on aurait des traces donc, de cette rencontre au réel, mais qui nous constitue toujours, et donc qui intéresse également au premier plan la psychanalyse. Donc voilà un petit peu les quatre étapes de ce modèle dont je voulais vous parler aujourd'hui et dont il faudrait peut-être essayer, en tout cas c'est ce que je tente actuellement, de déployer les potentialités heuristiques dans le champ de la psychanalyse. Voilà, excusez-moi, j'étais plus long que prévu, mais j'ai réussi à peu près à vous dire ce que j'avais envie de raconter aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, je vais juste reprendre quelques aspects, moi, qui m'ont interpellé, mais vraiment, à la lecture de ton livre, je crois que tu as vraiment très bien présenté le modèle. Tu l'as fait de façon concise, même si en effet, c'était difficile de le faire entrer dans les 45 minutes. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur le modèle en lui-même. Moi, je vais simplement essayer de reprendre ce qui, dans ton livre, entoure cette présentation du modèle, c'est-à-dire la question du psy, PSI, et surtout toutes des dimensions qui m'ont intéressé dans l'actualité, on va dire, et dans la clinique. Donc, je vais faire juste il y a juste 3 slides, ne vous inquiétez pas, avec certaines questions qui me sont venues un peu plus précises sur ton modèle et puis tu les reprendras à la façon que tu veux, dans le rythme que tu veux et dans la chronologie que tu veux. Donc, hop, voilà. Les premiers aspects qui me sont venus, ce sont tous les aspects cliniques du modèle. Donc, il y avait beaucoup de questions, bien entendu, mais je me limite vraiment à 3 aspects qui m'ont interpellé. Le premier, c'est la proximité dans la description que tu fais du réel de ce que Dolto dit du sujet, quoi. Et quand on lit la façon dont tu parles du réel et de la façon dont l'ordre antique vient finalement se calquer, comme tu nous l'as montré, en tout cas faire quelque chose de ce réel, j'ai retrouvé cette définition du sujet par Dolto et ça m'a interpellé cette telle proximité. Alors je pense pas qu'il y ait que juste une contingence sémantique. Et ça me fait penser aussi à l'océan de Solari. Je crois qu'Alain Belleuzer avait écrit un article là-dessus, où il reprend l'océan non pas du côté du réel, mais du côté du désir. Donc, il y a ces proximités de ton modèle avec ces aspects psychanalytiques sur lesquels j'aimerais bien t'entendre, la question du désir, la question du sujet. Il y a un deuxième truc que j'ai trouvé vraiment très, très joli, c'est ce que tu appelles le complexe d'Orphée. C'est-à-dire ce que j'ai noté ici, donc ce que tu notes, limite dans le rapport au réel et donc une intégration d'une relation à l'incertitude. Et je me posais la question cliniquement, ça m'a fait penser à ce livre de Raphaël Gaillard, peut-être tu l'as lu, Le coup de hache dans la tête, où il parle de l'hypothèse bon, très scientifique pour lui, hein, de l'ADN qui nous rendrait vulnérables aux maladies mentales mais aussi à la possibilité d'être créatif. Et je trouvais que ce que tu pointes dans le complexe d'Orphée, c'est-à-dire le fait d'accepter ou pas cette limite, pointait un moment finalement, alors je ne sais pas si c'est du développement de l'enfant, en tout cas de la construction de la subjectivité, où s'articule la folie, la créativité et ce que toi tu as appelé le psy, les phénomènes psy, donc les expériences exceptionnelles. Et une dernière chose qui m'intéressait aussi du côté de la clinique, mais tu as en partie répondu avec ton cas clinique tout au début, je me posais vraiment la question de comment les patients qui viennent à Circé, là, dans votre centre, euh, amènent
ces expériences exceptionnelles? Est-ce que c'est vraiment de l'ordre du symptôme pour eux? Qu'est-ce qu'ils en disent? Quelle est leur demande? Et finalement, dans un aspect très thérapeutique, quelle est l'approche? Quels sont ces entretiens préliminaires? Qu'est-ce que ça donne, quoi, finalement? Les deuxièmes aspects qui m'ont intéressé, c'est évidemment tous les aspects épistémologiques. Alors, il y a trois auteurs qui me sont venus parce que je les ai entendus il n'y a pas très longtemps. Il y a Roger Gilles, que tu connais certainement, hein, qui est neurologue à Poitiers, qui est très pointu dans la neuropsychologie, et que j'avais entendu puisqu'il nous parlait des miracles, puisqu'il fait aussi partie d'une commission que le Vatican avait commanditée pour savoir si oui ou non les miracles de Lourdes étaient des miracles. Et sa conclusion, c'est qu'il arrivait à une limite où finalement l'inexplicable venait se présenter à lui parce qu'il y a certaines situations qu'il ne pouvait pas expliquer par la neurologie d'une façon ou d'une autre. Et du coup, c'est pour ça qu'il évoquait à la fin de sa présentation le fait que la science laisse ouvert à un immense mystère et il nous propose de pouvoir répondre à ce mystère par des échanges épistémologiques comme toi tu essayes de le faire. Le deuxième auteur qui m'est venu, c'est Philippe Charlier. Alors, j'ai pas lu son bouquin, mais j'ai beaucoup, parce que je l'ai découvert trop récemment, ce bouquin. Mais j'ai écouté des podcasts, notamment dans la voiture, parce que là, je revenais de loin. Et ce qui était amusant, c'est qu'il nous parle de façon très anthropologique de ses expériences exceptionnelles et il les explique par les rituels et tout ça, mais il nous décrit un moment, alors tu n'as pas trop parlé de Sérieux, le patient dont tu parles beaucoup dans ton livre, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça puisqu'il parle de la zombification à un moment donné et du fait qu'un rituel donc chamanique, hein, alors il y a tout plein d'aspects dans le rituel, il drogue le patient à son insu, il l'enterre conscient, puis après ils vont exhumer la tombe dans la nuit pour pas qu'il meure, enfin bref, c'est tout un truc. Mais ce qu'il nous dit, c'est que à un moment donné, il a croisé un de ces zombies, il l'a pris en photo, et sur les 50 photos qu'il a pris, à aucun moment la personne apparaît sur la pellicule. Donc, alors là, est-ce qu'on descend de l'ordre épistémo-psychique et physique vers l'ordre ontique? Voilà, je me posais des questions autour de ça, mais ce qu'il en dit, lui, et c'est ça qui m'a intéressé, hein, c'est qu'au bout d'un moment, il arrive aussi à une limite qu'il nomme comme étant la limite des interprétations de son cerveau. Et ce qui m'amusait, c'est qu'il dit là, je suis au bord, vraiment comme si on était au bord du cerveau. Et il reste assis là, devant ce vide. Je ne sais pas si toi tu as plongé dans ce vide-là, mais en tout cas, il me semble que lui s'arrête là, comme Roger Gilles et comme Nakache, qui propose je ne sais plus à quel moment, un monisme matérialisme et un dualisme éthique. C'est-à-dire le moment où, de nouveau, il y a une limite qui s'impose à eux. Et finalement, je me posais la question, est-ce que c'est une limite qui s'impose simplement à la science ou est-ce que c'est une limite qui s'impose à eux en tant que sujet, finalement, divisé entre chercheurs et leur propre subjectivité? Ce qui m'a amené un petit peu, pour aller un peu plus loin, à la question de est-ce qu'on peut appliquer le complexe d'Orphée aussi au modèle du même nom que tu as créé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une limite à ce modèle aussi? Non pas la limite que tu intègres, mais une limite épistémologique elle-même à ce modèle. Et dernière chose, parce que je pense que c'est quand même vraiment d'actualité, enfin, il y avait un gros colloque de neurosciences, psychiatrie et psychanalyse, pas psychanalyse, pardon, neurologie justement. Et ce qui m'a interpellé dans ton livre, c'est que tu prends vraiment ce parti, et tu l'as repris tout à l'heure, de dire la psychanalyse, c'est la science de la psyché et elle ne s'occupe que de ça. Et donc, on définit finalement les contours de façon beaucoup plus claire quand tu dis les choses comme ça. Et en même temps, je m'interrogeais vraiment du coup sur comment travailler les liens, puisque tu parles à des moments des alliances de la psychanalyse qui n'ont pas forcément été très opérantes, hein, c'est vrai, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, alliance avec les neurosciences, avec l'alliance avec la neurologie, alliance avec la sociologie. Non, la psychanalyse est en effet en train de décliner dans nos institutions, ça c'est clair. Le néolibéralisme dont tu parles et le scientisme dont tu parles aussi, on le retrouve, j'ai plein d'exemples sur lesquels je passe. Aujourd'hui, on parle de psychiatrie de précision, on cherche des biomarqueurs pour les maladies psychiatriques. Donc, est-ce que ce sont forcément des scientismes véhiculés par un néolibéralisme de nos tutelles euh, auxquels il faut s'opposer en radicalisant notre positionnement en disant la psychanalyse, c'est la science de la psyché?
Voilà, je m'arrête là, je vais pas beaucoup plus loin. Il y a juste une dernière chose sur laquelle tu pourras peut-être m'éclairer parce que j'ai quand même trouvé ça très drôle. En lisant ton livre, j'ai eu plein de phénomènes psy. Donc, le plus drôle, c'était celui-ci. On est en train de parler de la santé. Je travaille aussi dans une maison de santé. Comment ça s'appelle? Où il y a mon libéral. Ah mince, du coup, c'est dommage. Je l'aurais pas sous la main. Et ah, c'est dommage, j'aurais aimé vous le montrer. C'était tellement joli. Ah, attendez, voilà. On est, je le remets, excusez-moi, hein. On était en réunion et du coup, en sortant de la réunion, on s'est aperçu que le. Est-ce que vous. Ah, on voit pas, hein? Ouais, Enfin, attends, ça on vient. voit la mer. On voit la mer, oui, ben c'est Solaris. Voilà. Majorque, mais ça n'a rien à voir. Voilà. En sortant de la maison de santé, il faisait nuit, on avait une longue réunion et on s'est retrouvé devant ça et ça m'a quand même beaucoup amusé, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête là. Si tu veux bien reprendre certains aspects, comme tu l'entends, mais je voulais un petit peu ouvrir autour du modèle et puis je pense que Jessica et puis les questions derrière reviendront au modèle. Merci beaucoup, Yann. Si toutes les présentations étaient discutées comme ça, dis donc, ça serait difficile parce que tu ouvres tellement de questions. Donc, je vais essayer d'aller très vite sur chacune d'elles, mais chacune d'elles mériterait des développements très longs. Alors, sur Abel Hauser, je ne savais pas qu'il avait travaillé sur Solaris, donc ça m'intéresse énormément. Euh, je ne suis pas surpris qu'il le travaille autrement, de la même manière que je fais des emprunts au mouvement lacanien qui sont un petit peu, je les tords un petit peu, je les pense différemment. Moi, je crois que la question du désir, elle renvoie à la question du libre arbitre. Euh, et, euh, et je pense que le libre arbitre se loge dans le caractère élusif du rapport entre l'ordre ontique et l'ordre épistémique, si je dois aller un petit peu vite. Et c'est pour ça que le désir est toujours élusif. Et c'est pour ça que c'est pas un hasard que ça soit un tort que Lacan utilise pour penser la question du désir. Donc je crois que la psychanalyse a mis le doigt sur des questions fondamentales ayant trait à la structure de la subjectivité et qui rejoignent des questions en philosophie analytique, notamment sur la question du libre arbitre. Voilà, si je devais aller un petit peu vite. Voilà. Mais ça explique pourquoi on a un libre arbitre. Toutes ces questions-là, à mon avis, ont trait à la question du libre arbitre, qui est quand même une expérience subjective qui me paraît authentique, je dirais. Dolto, alors je ne connaissais pas cette citation, mais je ne suis pas complètement surpris, puisque Dolto, elle est toujours un peu à la limite de la voyance et de la télépathie. Après, le problème que j'ai avec Dolto, de ce que j'en ai lu, mais aussi de Lacan, quand il parle de la question de la télépathie, c'est quand même, là aussi, c'est quand même très élusif, et je trouve qu'il rate le problème, je trouve, Lacan. Il y a quelque chose où il est tellement dans l'équivoque, et donc il ne dit pas les choses. Et il y a quelqu'un qui les dit plus, c'est Derrida, par exemple. Et si vous avez l'occasion, lisez le magnifique texte de Derrida qui s'appelle Télépathie, où on sent que Derrida a parfaitement compris que toute la psychanalyse repose sur la question de la télépathie. Il dit, il n'y a pas de question de l'inconscient, il n'y a pas de théorie de l'inconscience dans une théorie de la télépathie. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans le détail. On a fait un séminaire là récemment, notamment avec Renaud et des collègues américains dans une société américaine de psychanalyse sur cette question. Mais il y a voilà, c'est toute la théorie de l'inconscient, en fait, qui se loge autour de la question de la télépathie et donc de ce monde aspatial, atemporel, qui sous-tend les phénomènes télépathiques. Parce que il faut nommer l'éléphant qui est au milieu de la pièce. La vraie question de fond qui, qui, que j'ai essayé d'argumenter, c'est les phénomènes télépathiques sont-ils uniquement des phénomènes d'identification projective un peu subtils et un peu surprenants? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a véritable une communion des esprits avec des phénomènes à distance? Et je pense qu'on on le voit dans les cas cliniques que nous avons dans le service de consultation. Il y a des cas où notre rationalité occidentale est mise à très rude épreuve. Et c'est ce que déjà Freud avait compris dans ses textes sur la télépathie. Et puis si ça vous intéresse, lisez l'article de Stoller. Stoller, que vous connaissez tous, qui a eu tellement peur de publier ses cas de télépathie qu'il il a attendu de mourir pour que ça soit publié après sa mort, et où il raconte des cas comme ça d'interaction avec des analysants de phénomènes télépathiques. Et le séminaire qu'on a fait là avec les analystes, notamment à New York,
raconte comment il y a des cas de télépathie en analyse, parce que le dispositif analytique, je le raconte un peu dans mon livre, est le dispositif parfait pour produire ce genre d'expérience. Et le gros problème, c'est qu'il y a un gros tabou dans les milieux analytiques, puisque la plupart des analystes ne veulent pas en parler. Parce que si jamais ils en parlent, ça peut être vu comme des phénomènes de pénétration agie du transfert, des éléments délirants. Et bon, enfin, il y a plein d'écrits là-dessus si ça vous intéresse. Gaillard, j'ai pas lu son livre, donc je vais passer un peu vite. Oui, bien sûr, il y a des ramifications autour de la folie. Mais là, je vais pas rentrer dans le détail, ça m'emmènerait trop loin. Sur Mhm. Circé, quelle est la demande? Alors là, pareil, je pourrais vous en parler 2 heures, mais la demande de ces gens, c'est d'être écoutés. Et le Bon. gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils rencontrent des psys qui ne les écoutent pas, qui leur disent, si c'est des psychiatres, voilà un antipsychotique parce que ce que vous décrivez, c'est délirant. Ça paraît caricatural, mais c'est extrêmement fréquent. Et ou des gens qui on va essayer de raconter une expérience de mort imminente à une psychologue qui leur a dit, en service de réa, qui leur a dit, mais ça, c'est l'effet des médicaments. Donc, ces gens cherchent des psys qui sont à l'écoute et qui sont capables de penser l'impensable. Et donc, quand je vous donne un exemple, c'est une jeune femme. Son compagnon est un soldat militaire en OPEX et il meurt un jour, il est tué en OPEX. Bon. Ce matin-là, ça fait des mois qu'il est en OPEX, il n'y a aucun problème. Ce matin-là, elle fait un rêve avec son compagnon, avec un béret qui a je crois, une couleur noire, enfin une couleur un peu symbolique dans l'armée. Bref, il lui dit, je vais partir, je suis désolé, je te laisse, mais je t'aimerai toujours. Et voilà. Et elle se réveille, paniquée, et elle fait ce rêve au moment où il est mort. Cette dame-là, si je lui dis, bon, c'est une coïncidence, c'est pas crédible, si vous voulez. Et on a des récits, là, c'est pas très détaillé, mais on a des récits parfois beaucoup, beaucoup plus compliqués que ça, où vraiment on a l'impression qu'il y a une forme de communion dans le réel, parce que là, on sent bien qu'il y a une expérience signifiante extrêmement forte. Donc là, il y a un impensable dû, alors, à nos coordonnées anthropologiques en Occident. Bon. Roger Gilles, Les miracles inexplicables, j'ai pas lu, mais je vois très bien le genre de question qu'il est là. Et pareil pour Philippe Charlier tout cela m'a l'air très intéressant, mais souvent ces auteurs-là, très vite, on arrive sur la question du mystère, de l'impensable, etc. Mhm. Mais il y a des gens qui réfléchissent à ces questions depuis 150 ans. Euh, donc là, pareil, je peux pas faire l'historique des sociétés de recherche psychique, mais Bergson, William James, d'une certaine manière, Hegel. Hegel, son très beau livre sur le magnétisme animal. Hegel, il avait tout compris déjà à l'époque. Donc là, ces gens découvrent, c'est des outsiders qui parfois sont confrontés là, à ce phénomène de photographie un peu inexplicable. Mais ça, pourquoi ces gens-là ils sont débordés là? Pourquoi? Parce que en Occident, il y a ce qu'un philosophe que j'apprécie énormément et sociologue qui s'appelle Bertrand Meust appelle le tabou du psy. Et qu'est-ce que c'est un tabou? Un vrai tabou. Un vrai tabou, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Et la question de ces interactions, on n'en parle jamais dans les milieux académiques au premier degré. On peut parler de la télépathie avec l'identification projective, etc. Mais quand on pose vraiment la question de l'ontologie, on commence à vous regarder bizarrement. Parce qu'on se dit, mais attendez, là, la personne est délirante. Ce que je prétends, c'est qu'on peut ne pas être délirant et avoir un modèle ontologique, quasi scientifique, en tout cas rationnel, de compréhension de ces expériences, et que ça conduit à repasser très autrement la question de la psyché et de la matière. Alors, ensuite, sur les limites du modèle Orphée, c'est-à-dire la question de l'élusivité de l'élusivité. C'est très élégant, j'y avais pas réfléchi, mais ça pose la question de qu'est-ce que ça serait l'élusivité de l'élusivité? À la limite, ça serait quelque chose qui serait plus élusif, quoi. Alors, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Et puis, contre le scientisme, bien évidemment, tu as compris la trajectoire intellectuelle dans laquelle je suis. C'est pour ça que je parle à la fin de l'ouvrage Mhm. des ramifications anthropologiques du psy. Le psy ne donnera jamais lieu à une nouvelle technique, à une nouvelle technologie. Le psy, c'est un antidote social. Le psy, c'est quelque chose qui vient témoigner de ce que Jaurès appelait la solidarité des êtres et que cette solidarité des êtres, c'est ce qui se perd dans les sociétés occidentales orientées par l'individualisme, le capitalisme et le néolibéralisme. Et tout ce modèle du néolibéralisme, enfin moi je ne suis pas contre le néolibéralisme, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui marche assez bien à bien des égards, mais il devient extrêmement dangereux quand il est associé à un matérialisme et une forme d'empirisme naïf qui fait qu'on réduit l'être humain à un objet. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est comme si notre logiciel épistémologique était erroné. Et je crois que le psy est donc un antidote, puisqu'il nous
mais il met l'accent sur le fait qu'il faut une autre épistémologie, et cette autre épistémologie transformerait complètement la pratique dans les CMPP et les CMP. Puisqu'on se rendrait compte que c'est pas parce qu'on va faire des bilans neuropsychologiques qu'on va soigner tout le monde, que c'est pas parce qu'on met 20 ou 50 milliards dans les neurosciences qu'on va faire progresser le soin en psychiatrie. C'est une vaste fumisterie, tout ça. Mhm. Puisque l'expérience subjective, c'est une expérience du sens. Et ce que recherchent les patients, c'est qu'on les comprenne, c'est qu'on mette du sens sur ce qu'ils vivent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques génétiques, biologiques dans la psychiatrie, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il faut marcher sur les deux pieds. Et donc là, on est complètement déséquilibré. Donc il faut rééquilibrer le balancier du côté de la psyché, sinon on va finir avec des maisons hantées, c'est-à-dire des maisons qui sont vides, c'est-à-dire avec des zombies, avec des gens qui sont uniquement pensés sur ce registre. On ne traite du sujet que comme un être neurobiologique. Je crois que cette idée est fausse. Je crois aussi. Merci beaucoup, Thomas. Jessica, je te laisse prendre la parole. Alors, merci Thomas pour cette présentation passionnante et pour ce livre qui est, je trouve, très courageux, hein. Comme tu le dis, tu touches quand même un grand tabou, non seulement de notre société, mais plus spécifiquement quand même des milieux académiques, notamment en ce qui concerne la psychologie, la philosophie des sciences, la psychopathologie. Donc, tu t'es attaqué à ce que tu nommes aussi dans ton livre, ces météorites psychiques, hein, avec cette ambition d'expliquer donc ces expériences paranormales, ou plutôt anormales, exceptionnelles. Alors, moi, ce que je trouve extrêmement réussi dans ton ouvrage, c'est que, en fin de compte, le modèle Orphée, on pourrait considérer, alors je ne sais pas si c'est une objection qui t'a parfois été faite, mais j'imagine que l'une des principales critiques qu'il s'agit de parer, c'est la critique d'un modèle qui ferait retour à une analyse métaphysique, donc d'avant l'avènement du positivisme. C'est un petit peu ce qu'on reproche en général à toute approche qui chercherait justement à s'intéresser, à prendre pour objet ces phénomènes ces psy, paranormaux, ces météorites psychiques. Donc, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, grâce à ce modèle Orphée, tu réussis en fin de compte à affronter cet objet de recherche sans risquer justement ce retour à cet état métaphysique. Enfin, là, je me réfère en fait aux trois étapes successives hein, qu'a décrit Comte dans finalement son manifeste, enfin, en faveur du positivisme. Il disait que d'abord, il y aurait eu un état théologique de l'humanité où on expliquait tous les phénomènes naturels par l'action d'êtres surnaturels. Ensuite, évolution, il y aurait eu un état métaphysique où justement, en fait, on aurait cherché à expliquer ces phénomènes, non pas cette fois par des références à des dieux, mais par des références à des entités abstraites, donc métaphysiques, en projetant d'une certaine façon notre propre psychologie sur la matière. Puis ensuite, il y aurait eu cet avènement de l'ère scientifique, positive, où en fait, c'est donc l'esprit qui renoncerait à chercher les fins dernières et à répondre aux causes du pourquoi. Donc moi, je trouve que ton modèle, il permet en fait d'échapper à la critique du retour à une explication, un mode d'explication métaphysique, donc pré-positiviste, puisque en fin de compte, ce que tu expliques grâce au modèle Orphée, c'est que en fin de compte, il y aurait dans ces expériences euh, psy une rencontre avec le réel, si j'ai bien compris ce que tu avances en tout cas, et que l'expérience exceptionnelle, c'est une plongée dans le réel avec un caractère par essence ineffable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le sens, finalement, la symbolisation, elle ne vient qu'après coup. Elle, elle, elle n'est que secondaire par rapport à cette expérience première. Donc, je pense que c'est en cela que penser le sens comme secondaire à l'expérience permet justement de parer à cette critique enfin, je ne sais pas si ça a été une critique qui a été en fait enfin, esquissée, hein, mais de ce modèle, enfin, de ne pas céder au piège du retour à une explication de nature métaphysique. Donc je trouve que ça, c'est quand même très réussi, non seulement courageux hein, de s'affronter à cette question, mais en plus que tu le fais avec une rigueur et une méthodologie du point de vue épistémologique qui sont vraiment... alors, donc quelques questions, je ne vais pas être très longue pour laisser la parole à la discussion, peut-être juste deux, trois questions.
Donc, la première, c'est justement au sujet de cette question de la rencontre avec le réel. Bon, donc, c'est pas une formulation donc neutre, en tout cas chez les lacaniens. La rencontre avec le réel, c'est aussi ce que Lacan utilise, notamment pour penser certains phénomènes de la psychose, comme l'hallucination. Donc justement, alors, donc tu as commencé à en parler en répondant aux questions de Yann, mais je voulais savoir justement comment penser un petit peu euh, c'est le lien entre ces expériences et la psychopathologie. Notamment, tu parles, genre, alors, a priori dans ton livre, tu parles pas de l'hallucination auditive, quand tu fais le classement donc de ces différents types d'expériences du côté du perceptif, je me demandais comment est-ce que tu pourrais penser, en fin de compte, l'hallucination auditive, finalement, peut-être à cheval entre les phénomènes psy et une expérience psychopathologique. Euh, En particulier, enfin, tu fais référence, je pense, à Arthur Kessler à ce qu'il décrit dans Le Zéro et l'Infini. Tu vois, j'imagine que une lecture qu'on pourrait avoir de cet épisode, ce serait que cette expérience d'Arthur Kessler, qu'il décrit dans Le Zéro et l'Infini, ce serait une expérience peut-être, on pourrait imaginer, de dissociation post-traumatique. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut euh, opérer un diagnostic différentiel entre ce qui relèverait de ce que tu appelles donc ces expériences exceptionnelles et des faits psychopathologiques, que ce soit l'hallucination auditive ou par exemple une dissociation traumatique. Donc ça, c'est première question. Euh, à partir quand même de l'idée enfin, en tout cas pour Lacan, dans la psychose, il y a quand même un phénomène de rencontre avec le réel, notamment par exemple dans toutes ces expériences qui ont trait au morcellement, un rapport au corps qui serait un corps d'avant la symbolisation. Donc ça m'a fait penser un petit peu au schéma que tu as évoqué dans une de tes diapos, où tu montres donc cet espace en 3 dimensions avec des bosses, en expliquant que donc la matière première, ce serait donc ce réel de l'organisme. En fin de compte, on peut imaginer que dans la psychose, il y a quand même un retour à ce réel non symbolisé. Donc, quel serait le point commun et les éléments différentiels entre l'expérience exceptionnelle comme rencontre avec le réel et aussi le phénomène psychotique comme rencontre avec le réel? Est-ce que c'est du même réel qu'il s'agit ou pas? Donc, ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question, elle va plutôt être d'ordre épistémologique. Donc, si j'ai bien compris, et ça c'est un point vraiment qui m'a passionnée dans ton livre et aussi dans ta présentation, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un tournant dans ta pensée. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà énoncé auparavant, mais l'une des conséquences du modèle du monisme décompositionnel que tu proposes, c'est que, en fin de compte, la psychanalyse, elle ne peut pas être réduite aux sciences de la matière. Donc, le psychique ne peut pas être réduit au physique ou au neuronal, dans la mesure où ce serait donc les deux faces d'une même médaille. Donc, on peut pas, il n'y aurait pas de hiérarchisation ni de subordination d'un ordre à l'autre, contrairement au modèle réductionniste. Donc, en fin de compte, est-ce que là, tu n'aboutis pas à une vision qui serait quand même opposée à celle de la neuropsychanalyse, en particulier, par exemple, à l'ambition de Candel d'asseoir la psychanalyse sur des assises empiriques, réfutables et solides, donc scientifiques? Ça, c'est ma deuxième question. Et ensuite, dernière question peut-être, c'est comment est-ce que, enfin, tu l'as évoqué aujourd'hui dans ta présentation en introduction, comment le psy pourrait transformer la psychanalyse? J'ai l'impression que, bon, voilà, aujourd'hui, tu n'as pas forcément eu le temps de creuser cet aspect, mais j'aimerais bien t'entendre, donc justement, comment cette réflexion sur les expériences exceptionnelles et le modèle Orphée peut aboutir à une transformation, voire peut-être à une révolution épistémologique au sens de Kuhn, hein, de ce qu'il avançait dans son ouvrage sur la structure des révolutions scientifiques, intrinsèquement même à la psychanalyse. Donc voilà, 3 questions. J'espère que tu peux apporter quelques éléments de... Merci Jessica. C'est vraiment plaisant d'avoir des gens qui discutent de manière aussi approfondie c'est ce qu'on écrit et ce qu'on raconte. Alors là aussi, ça ouvre sur énormément de perspectives. Je vais essayer d'aller vite. Bon, ce que dit. Alors déjà, important, il faut distinguer les phénomènes psy-PSI des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le paranormal, le psy n'est qu'une toute petite partie. C'est une toute petite composante. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas paranormal n'est pas du registre psy. En fait, je pense qu'il y a 95% des expériences paranormales qu'on explique assez bien. Mais il y a un résidu, il y a quelque chose qui reste que des fois on n'arrive pas à expliquer.
Le modèle d'Auguste Comte, bon, ben, il est magnifique, il est très rassurant, il est très efficient, mais je pense qu'il est complètement faux. Je veux dire, c'est complètement daté. Le fond, le fond religieux de l'être humain est toujours là. Donc l'idée qu'on passerait comme ça d'un stade à une autre, enfin, c'est tout le positivisme, pour moi, c'est très rassurant, ça marche très bien pour se rassurer, mais je pense que c'est complètement erroné, que l'être humain est toujours un être religieux et qu'aujourd'hui, la science est devenue une nouvelle religion, une nouvelle structuration de la pensée du sacré, ce qui est un problème d'ailleurs, parce qu'il y a une imposture là. Bon. La symbolisation est toujours un après-coup. Je suis entièrement d'accord avec ça et j'y reviendrai après. Après, sur la question de la psychopathologie, alors ça, il faut que tu regardes le bouquin précédent, Clinique des expériences exceptionnelles, qui traite de cette question de manière détaillée, des liens entre expériences exceptionnelles et psychopathologie. Si je devais aller un petit peu vite, Kussler, oui, on peut dire que c'est une expérience dissociative post-traumatique, mais on ne dit rien. C'est-à-dire c'est des mots différents. D'ailleurs, bon, je trouve de plus en plus en psychologie, en psychanalyse, on dit toujours les mêmes choses, mais avec des mots différents. Chaque nouvelle génération invente des nouveaux mots. La question, c'est comment on dit mieux les choses. C'est facile d'inventer des nouveaux mots. C'est comme inventer des psychothérapies. C'est assez facile. Bon, faut être à la. Voilà, mais comment on dit mieux les choses, ou comment on dit les choses d'une manière que ça produit un effet dans la culture. Et je trouve que bon, toute la mode actuellement du trauma, du dissociatif, moi j'en ai un peu ma claque parce que c'est des mots, on a une perte de notre gradient de finesse de compréhension de la clinique qui est quand même très problématique. Donc on peut le dire en ces termes-là, et je comprends pourquoi tu le dis, mais je pense que Kussler, il vit quelque chose de beaucoup plus profond. Il vit une expérience mystique qui va l'orienter dans toute sa vie. Et d'ailleurs, Kessler, c'est un incroyable déconstructeur de bien des idéologies. C'est l'un des premiers à montrer les dangers d'un certain communisme, on va dire. Et c'est aussi l'un des premiers, enfin, il va complètement dézinguer le matérialisme en s'appuyant sur le psy. Et il y a d'autres idéologies que Kessler a très bien démontées et on l'a suivi, mais il était trop en avance sur la question du psy-PSI. Il faut lire son magnifique livre, Janus, notamment sur cette question, et sa notion de holon, que je n'ai pas eu le temps d'aborder là, mais qui est absolument magnifique, et qui est aussi un monisme à double aspect, avec une hiérarchie des holons, comme ça, avec toujours le psychique et le physique. Kessler était un type brillantissime, brillantissime, qu'on a beaucoup trop oublié, je pense, et je me réfère beaucoup à lui dans l'ouvrage. Alors après, dans la psychose, de quoi est-il question dans ce réel? Alors souvent, de manière un peu rapide, je dis, le psy rapproche du réel, la psychose éloigne du réel. C'est-à-dire que le psy propose une communion avec une réalité ontologique. Cette jeune femme qui a son compagnon qui meurt, c'est pas délirant. Il y a bien quelqu'un qui est mort quelque part. Et il y a bien une communion des psychés à ce moment-là. Alors que le psychotique, il est tout seul dans son réel. Donc, alors ça nécessiterait des développements beaucoup plus longs, mais je dirais que le psychotique, il se perd dans le réel. Il y a des effets de désarticulation au réel. Mais les choses sont beaucoup plus complexes. Bon, les expériences de télépathie des schizophrènes n'ont rien à voir avec cette jeune femme qui, entre guillemets, sent à distance la mort de son compagnon. On sent bien qu'on est dans autre chose qu'un psychotique qui nous raconte qu'il communique par télépathie avec Emmanuel Macron à la télévision. On voit bien que on n'est pas dans le réel, on n'est pas dans la réalité, je dirais. On n'est pas vraiment dans le réel, on est dans autre chose. Ce qui est très problématique, c'est quand tous les psys, quand on leur dit télépathie, ils pensent à ces phénomènes télépathiques qui, en fait, sont marginaux et à mon avis, n'ont rien à voir avec la télépathie de l'autre registre dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis, il y a quand même des gens qui sont des grands connaisseurs de la psychose, qui parlent de ce qu'on appelle les antennes des schizophrènes. Et vous avez par exemple Jean Horry, qui parle beaucoup de ça, et puis Christophe Chapreau, qui explique bien comment, des fois, ils sont complètement déconnectés du réel, les psychotiques ou aussi les autistes, et puis parfois, ils vous disent des choses quand même extrêmement détaillées sur votre vie personnelle. Et ça, pareil, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Les gens qui travaillent avec des psychotiques, ils le savent, on le voit. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ou si on ne le voit pas, ça veut dire qu'on n'entend pas quelque chose, à mon avis, du rapport au réel de l'être humain. Et puis, sur la question du tournant, ben oui. Alors moi, depuis que j'ai écrit ce truc-là, j'entends plus du tout la clinique de la même manière. Alors, effectivement, je m'inscris complètement au faux avec l'approche de Solms ou de Kendall. C'est-à-dire une sorte de naturalisation de la neuropsychanalyse, qui est une sorte d'excroissance de ce que proposait Grunbaum, d'une certaine manière, en disant oui, ok, la psychanalyse, mais il faut qu'elle rentre par les fourches codines du positivisme. Non, bah non, non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je pense qu'on va nulle part. Et mon idée, c'est aussi de soutenir la psychanalyse par une nouvelle épistémologie,
Et donc, ça rejoint mon projet avec l'évaluation des psychothérapies psychanalytiques, qui est plus plutôt une défense, on va dire pour le coup, empirique de la psychanalyse. Mais je crois que le vrai front, la vraie défense, elle est épistémologique. Alors, c'est là que je n'ai pas pu détailler autant que je voulais aujourd'hui, mais parce que c'est vraiment en chantier dans ma tête, c'est comment le psy pourrait vraiment permettre de repenser la psychanalyse. Alors, c'est déjà un petit peu ce qu'avait essayé de faire Eisenbud. Eisenbud, qui est un universitaire américain dans les années 60, qui a travaillé sur le cas Ted Sarios, extrêmement brillant, mais qui a été complètement blacklisté parce que justement, il a essayé de penser la relation entre le psy et la psychanalyse. Euh, Si je devais dire les choses en un mot, je dirais que le problème de la psychanalyse, telle qu'on la connaît, ou disons la psychanalyse freudienne, c'est qu'elle repose quand même sur un matérialisme. Et donc, l'idée de base de Freud, le logiciel épistémologique de base de Freud est faux, est erroné. Donc, il faut revoir le système d'exploitation dans son ensemble. C'est ce qu'a essayé de faire Lacan. Lacan, qui est quand même un grand lecteur de Spinoza. Donc, la question du réel, elle est toujours présente chez Lacan, qui arrive à éviter le fourvoiement biologisant de Freud, mais je trouve qu'il ne va pas assez loin. Je pense qu'il faut aller encore plus loin, et donc il faudrait repenser ou essayer de repenser la psychanalyse à l'aune de ce monisme décompositionnel à double aspect, mais c'est un gigantesque chantier. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, merci Thomas pour cette intervention très intéressante. Euh, J'avoue tout de suite très problématique pour moi. Sans doute, Épistémologie. Gertrudis, dit, je m'inquiétais de ta... Parce que les philosophes de profession ou les physiciens de profession, forcément, ont beaucoup à redire. Voilà. Oui, oui, mais aussi au niveau de la psychanalyse. Mais je suis pas sûre de pouvoir poser des questions de manière claire. Mais je m'en garderai à deux questions. La première, c'est la question des dimensions. Je viens de lire dans le séminaire sur l'identification, la séance du 16 mai 72, Lacan qui décrit la nécessité d'essayer de penser ce que c'est que deux dimensions. Parce que, dit-il, on est presque tout de suite dans trois dimensions. Ce qui, je l'interprète comme ça, c'est on est tout de suite, on ajoute tout de suite une dimension de sens. Et si on essaie de ne pas faire ça, on s'oblige à, dans les deux dimensions, je dirais, essayer de se situer, de se constituer dans deux dimensions, dans le mouvement. Et donc, ça me manque un peu cette idée de se constituer en tant que sujet de l'intérieur d'une activité. Parce que quand Lacan décrit l'anneau Möbius, en fait, quand il y a une fourmi qui se promène là-dessus, c'est deux dimensions, hein. Nous, on décrit cet anneau de manière trois-dimensionnelle, mais en fait, le mouvement en tant que tel, c'est deux dimensions. Et donc, c'est toute cet aspect de devoir faire des distinctions de l'intérieur d'une activité et d'arriver à se constituer en tant que sujet, ça me manque un tout petit peu. Et à mon avis, c'est aussi ce que Lacan entrevoyait avec la dimension du symbolique. Il dit par exemple, je me rappelle pas exactement où, mais il dit le temps, la temporalité n'est possible qu'à partir du symbolique. Il n'y a pas de temps hors symbolique. Et ça m'amène à la deuxième question. J'en ai beaucoup d'autres, mais je m'en tiendrai à ces deux-là. À côté, Kant était beaucoup plus sur cette voie de l'activité, comprendre l'activité de l'intérieur, aussi même dans son esthétique transcendantale. Mais donc, ma deuxième question, Freud faisait la différence stricte entre conscience et mémoire. Et j'ai toujours interprété ça comme une différence entre quelque chose qui est de l'ordre du vervluchtigend, Ariane, comment on dirait ça, de ce qui n'est pas Évanescent. de quoi? Évanescent. Évanescent, oui, ça, bon, ça ne s'inscrit pas en tant que tel. Il faut que l'appareil, dit Freud, soit toujours
prêt à recevoir de nouvelles impressions. Et la mémoire, c'est un système d'inscription, hein, de traits, disons. Et cette dialectique entre ces deux registres, disons, c'est avec cette dialectique qu'il s'agira de jouer et qui introduira dans le temps. Donc, il faut des inscriptions, des signes pour introduire la subjectivité qui se déroule dans le temps. Et donc, quand Thomas, tu présentes la question de l'empirisme, par exemple, comme une approche en philo qui dirait, OK, il y a quelque chose en dehors de nous que nous saisissons, qui nous travaille, enfin, qui a un impact sur nous. Dans un des séminaires de Lacan, j'ai oublié lequel, il y a une intervention d'Eric Anati qui est très intéressante. Il donne tout un cours sur l'importance dans l'empirisme historique, hein, donc c'est Condillac, c'est Locke, du trait. Donc, c'est en fait le nœud de difficulté de l'empiriste que, bon, on peut avoir des impressions, mais la relation entre ce qui nous, ce qui opère sur nous et ce que ça peut avoir comme effet de sens, je dirais, ne passe que par une inscription, par un signe qui est de l'ordre de l'arbitraire. Et donc, ça, c'est mes deux questions. J'ai l'impression que ce que tu appelles l'ontique, ça, c'est à mon avis un point de vue assez très critique. Kant ne dit pas que les noumènes, enfin les choses en soi, ne sont pas ou sont, il dit, sont pas connaissables. C'est-à-dire du moment que nous en parlons, ce ne sont plus des choses en soi. Donc c'est ça la dimension. Si du moment qu'on en parle, du moment qu'on est là-dedans, du moment qu'on s'y met, on est dans la chose pour nous et pas dans la chose en soi. Donc, on peut même pas dire que la chose en soi est ou n'est pas. Ça n'a pas de sens pour lui. Enfin, j'espère que mes questions sont un peu claires, Thomas. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, sur Lacan, oui, sur la question des dimensions, parce que en plus, là, dans mon exposé oral, je suis obligé j'essaye de rendre les choses très vulgarisées, mais sur la question des dimensions, je suis d'accord, il faudrait aller beaucoup plus loin. Après, je suis pas allé, alors je connais pas ce texte de Lacan. Je suis d'accord que sur la bande de Mobius, là, il y a des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que il n'y a pas de temps en dehors du symbolique? La question, c'est quoi le symbolique? Et moi, ce que j'appelle l'ordre ontique, c'est une représentation étendue, je pense, de ce que Lacan appelle le symbolique. Et là, j'en ai pas parlé, mais je pense que cet ordre ontique, il est organisé sous forme de symboles, sorte de symboles fondamentaux qui, à mon avis, rejoignent par certains aspects ce que Lacan a essayé d'appeler le symbolique, voir le grand autre, voir ce qui, d'une certaine manière, je pense, rejoint ce que Jung a essayé d'aborder avec l'inconscient collectif. Bon, c'est des champs épistémologiques et terminologiques différents, mais je suis d'accord qu'il y a quelque chose du temps, du symbolique qui se loge là. Sur la question des dimensions, je l'ai peu travaillé dans l'ouvrage, mais il y a un autre auteur qui est très intéressant là-dessus, qui est Maté Blanco, qui avait aussi une formation de mathématicien et qui a des raisonnements très intéressants sur ces différents niveaux et sur la question de la décomposition. Et bon, là, il y aurait des choses à dire très intéressantes. Alors sur Kant, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, hein, je suis allé pareil, je suis allé un petit peu vite. La chose en soi, on ne sait pas trop comment elle est, comme dès qu'on connaît, c'est plus la chose en soi. Je ne sais pas si tu connais ce texte de Kant qui est très intéressant, Le rêve d'un visionnaire, dans lequel il analyse les phénomènes psy à travers la figure de Swedenborg. Et alors, c'est Bertrand Meyost qui dit, c'est comme si Kant avait fait reposer tout ce modèle sur l'exclusion du psy. C'est-à-dire qu'il est très critique à l'égard de Swedenborg. Swedenborg qui, justement, avait des phénomènes comme ça de clairvoyance à distance, où il est censé avoir vu à distance un incendie. Et donc, Kant dit, mais si ces phénomènes sont possibles, alors mon modèle, ça questionne mon modèle. Eh bien oui, exactement. Et c'est d'ailleurs ce que je critiquerais chez Kant et que je ne critiquerai pas chez Hegel. Parce qu'au contraire, Hegel, lui, il a parfaitement compris les problématiques du magnétisme animal, alors que Kant, lui, les met à distance. Donc, je suis plus proche d'Hegel que de Kant sur cette question-là, et j'irai plus loin. Je dirais que, justement, les expériences exceptionnelles ou certaines formes d'expériences exceptionnelles
permettent une forme de contact avec la chose en soi. Et que la distinction nomène-phénomène, en fait, est beaucoup plus complexe que ça sur cette distinction ontique épistémique. Sur la distinction conscience et mémoire, je suis entièrement d'accord. Là, moi, je m'appuie sur le modèle du cerveau comme filtre, hein. C'est-à-dire, je reprends le modèle de William James, le modèle de Bergson, qui me parle beaucoup plus. Je ne pense pas qu'on est dans la tête des souvenirs. Je pense que le cerveau est uniquement une sorte de filtre qui permet d'organiser notre rapport au réel et que c'est là que se loge la question du signe parce enfin, et de l'inscription, parce qu'il y a quand même bien une inscription dans ce filtre, mais le modèle que j'utilise, et ça c'est le modèle de Myers aussi, enfin, c'est une épistémologie complètement différente pour penser la question de la conscience et la mémoire qu'il faut totalement distinguer, je suis d'accord. Merci, merci. Ariane a levé la main, je crois. Pardon, excusez-moi, je croyais que j'avais remis mon son. Je disais, Ariane, je t'en prie, pour une ou plusieurs questions, alors. Une seule. Et je vais partager l'écran pour reprendre un modèle que Thomas a présenté, si j'y arrive. Est-ce que tout le monde voit l'écran avec Oui, réductionnisme? oui, c'est Là, on bon, voit c'est bien. bon. Oui, merci Thomas. Et je ne serai pas aussi érudite que, en effet, ces discussions très pointues qui ont fait honneur à la complexité de ton modèle et à la façon dont tu l'as élaboré. Je vais te dire tout à fait honnêtement que je n'ai pas eu le temps de lire ton livre ou de m'y pencher plus en avant. Donc j'étais d'autant plus alerte où j'ai essayé de l'être sur ce que tu as dit pour essayer de comprendre ta façon de voir les choses, hein, puisque fondamentalement ça m'intéresse. Et donc, je vais plutôt me permettre de te poser une question qui me semble plus basique en reprenant ce schéma qui est éclairant dans sa simplicité du réductionnisme versus le monisme à double aspect. Euh, comme tu le sais, je pense, je me situe ni dans le réductionnisme ni dans le monisme à double aspect, mais vraiment dans un dualisme épistémologique totalement déclaré en tant que tel. Euh, Ma question est, si on regarde ce modèle du monisme à double aspect, où finalement, si je t'ai bien compris, la psyché et la matière évoluent de façon euh, euh, indépendante l'une de l'autre, mais dépendantes tous les deux de ce que tu appelles le réel. Donc, est-ce que déjà ça, c'est bien euh, résumé, Complètement, c'est concomitant. Donc concomitant? quand tes neurones bougent, ta psyché bouge, quand ta psyché bouge, tes neurones bougent, mais l'un ne produit pas l'autre. Ok. Alors, ma question est, euh, euh, il me semble que la psyché est il n'y a rien de déterminant dans ce qui est le corps par rapport à la psyché. Simplement, pas la psyché pour moi est en effet aussi, je sais pas, enfin, je pense que tu le vois aussi, quelque chose d'organisé. Euh, euh, Cette organisation de la psyché n'est pas totalement libre, euh, elle n'est pas déterminée par le corps, mais elle est néanmoins contrainte par le corps, c'est-à-dire pas toute psyché n'est possible, on ne peut pas réarranger, on ne peut pas réorganiser sa psyché ou l'organiser comme on veut. Elle est contrainte par le fait qu'elle est quand même, on pourrait dire, qu'elle émerge entre un corps qui pousse et un autre qui tire, entre le biologique qui pousse et le social qui tire. Et donc, pas toute psyché n'est possible, et en particulier, là où la psyché, en fait, même si c'est on va dire une dimension organisationnelle autonome, en tout cas à mon avis, euh, a des points de rattache au corps.
euh, comme des talons d'Achille, c'est-à-dire c'est là où elle est vulnérable, c'est-à-dire que euh, très prosaïquement, comme le langage est d'abord un mouvement, hein, c'est un mouvement articulatoire, hein, on n'échappe pas à l'aspect mouvement, hein, même quand on le pense, le langage, il est toujours mouvement. Il n'y a pas de, il y a pas de langage qui n'implique pas le circuit du mouvement corporel. Donc, comme le langage doit être un mouvement, il, ne, il est aussi tout le temps ambigu. Il ne peut pas être directement non ambigu. Ça, c'est du fait que l'incorporation du langage doit être, oui, doit être corporelle. Et donc, comme c'est un mouvement, eh bien, ça n'échappe pas à l'ambiguïté. Il n'y a pas de possibilité de faire un langage qui soit non ambigu. Et enfin, dans cette inscription lacanienne du psyché, c'est quand même quelque chose d'éminemment linguistique, ça va tout de suite donner une contrainte. Il n'y a pas d'organisation possible du psychique qui n'ait à se positionner par rapport à l'ambiguïté du langage. On n'y échappe pas. Donc, cette possibilité du corps, donc ma question est, dans ce monisme à double aspect, je ne vois pas comment le corps qui pour moi n'est pas le réel. Le corps est déjà une organisation, hein. En particulier la motricité, c'est une organisation. Comment le corps peut directement, non pas déterminer, mais contraindre la psyché? Je ne le vois pas dans le modèle comment c'est possible. Alors, je dirais, merci Ariane pour cette remarque, je dirais, il y a enfin moi dans la manière dont je pense les choses, c'est qu'il y a des contraintes réciproques. Il y a des contraintes réciproques, d'ailleurs, auxquelles sont confrontés les psychosomaticiens. Et on voit bien qu'il y a il y a des correspondances, il y a des logiques, il y a des transferts de processus entre psyché et soma. L'image qui me venait en t'écoutant, si vous voulez, si tu veux, c'est un peu comme si la psyché et le corps, c'était deux prisonniers reliés par des menottes. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur indépendance, mais ils sont toujours reliés l'un à l'autre. Et dans le modèle que je propose, c'est plus que des points d'attache, psyché et soma. Ils sont chacun l'envers de l'autre, d'une certaine manière. Donc ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire il y a des degrés d'organisation, il y a des niveaux de complexification psychique avec des degrés de complexification neurologique, mais c'est toujours les deux à la fois. Donc comme c'est toujours les deux à la fois, c'est même pas la question le point d'attache n'a même plus lieu d'être. Euh, donc, euh, et donc, si tu veux, sur la question de comment l'un contraint l'autre, ben, ils se contraignent constamment l'un l'autre. Mais des fois, il y a des phénomènes de parasitage. C'est-à-dire que parfois, la psyché va déborder sur le corps, et parfois, le corps va déborder sur la psyché. Et je pense que tout un ensemble de phénomènes psychosomatiques serait bien plus compréhensible avec un tel monisme à double aspect. Donc, par rapport à l'approche que tu proposes, qui est finalement une sorte de dualisme, assez classique à certains égards, mais qui est tout à fait compatible enfin, pour, pour une certaine lecture neurosciences et psychanalyse, et non une lecture réductionniste neuropsychanalytique dans laquelle je sais que tu n'es pas. Mais dans le modèle que je propose, il y a quand même un étage en dessous. C'est l'étage du réel. Et cet étage du réel, si tu ne l'as pas, tu vas être très en difficulté pour penser la question du psy. Tu vas être très en difficulté pour penser les phénomènes télépathiques ou les phénomènes d'intrication à distance qui ne rentre pas dans un dualisme finalement assez classique dans lequel se situe Lacan, moi je trouve, de ce point de vue-là, mais où du coup on ne traite pas la question du psy-PSI. Voilà, je ne sais pas si je suis explicite dans... Ok, merci. Oui, merci Thomas. Je profite que tu parles de psychosomatique pour afficher du coup le prochain séminaire qui parlera de ça. Et du coup, j'ai retrouvé le titre du colloque qui viendra en décembre. Écoutez, il est 19h55. Thomas, ça fait 2 heures qu'on t'épuise à répondre à nos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse s'arrêter là. Je te remercie vraiment très sincèrement pour ton effort, puisque c'en est un quand même, ton intervention et la précision de tes réponses.
pour l'ouvrage aussi, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. J'ai regardé en t'écoutant, c'est le chapitre de Solaris d'Abbé Loozer, c'est dans son premier bouquin. Donc, si ça date, mais ça peut toujours être intéressant. Et puis voilà, je sais pas, Ariane, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose au nom du RFPN? Que je suis totalement ravie de cette séance. Quand même, on avait, moi je trouve une bonne audience pour faire ça un 26 juin. La qualité des interventions, la qualité de la discussion, c'est à mon avis extrêmement enthousiasmant. Voilà, et longue vie au RFPN et merci à tout le monde.